Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto donc numéro 47. Et aujourd'hui nous allons parler du VeChain, de VV Digital Collectible, donc l'entreprise Ecomi derrière comme d'habitude, mais également des projets donc Polygon notamment et Ripple où il y a également des nouvelles plutôt alléchantes si on peut dire. Voilà les amis, et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous connaissez la chanson, on verra les actualités crypto plus générales de la semaine, mais également des actualités économiques. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti, mais avant ça, pour commencer avec VeChain, vous voyez, j'ai un tweet de Eisenreich, comme vous pouvez le voir ici, qui en fait fait allusion tout simplement à un article de Forbes, notamment sur les digital assets, donc des actifs digitaux, où il est fait allusion donc de 6 startups donc très innovantes en termes d'opportunités pour l'industrie, le manufacturing, et bah, devinez une des startups qui était citée par Forbes, eh bien c'est le VeChain notamment. Donc, on voit bien que là, on est déjà dans une nouvelle ère pour le VeChain, en train de se développer tout simplement. Ça va totalement dans bien le cadre où il y a eu le hackathon récemment à l'université d'Harvard avec des partenariats comme Boston Consulting Group et EasyA pour le VeChain et notamment avec 10 000 développeurs, voire même plus, qui ont codé et développé quelque chose sur l'écosystème du VeChain dans le cadre de ce hackathon. Donc on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais effectivement déjà on voit que c'est des bonnes choses, des bonnes publicités en tout cas pour le VeChain. Je continue les amis, là j'ai un autre tweet de Eisenreich plutôt intéressant dans le sens technique si je puis dire, puisque vous avez la possibilité à travers, vous savez, le récent listing du VeChain sur Coinbase, tout simplement de répondre de façon académique à des questions sur Coinbase et en échange, si vous avez les bonnes réponses, vous recevrez des VeChain et vous pouvez en avoir jusqu'à 633. Donc c'est toujours ça de gagner. Donc je me dis autant relayer l'information que quand on a des choses comme ça, eh bien c'est plutôt positif. Allez, je continue les amis également. Donc là, très rapidement, on a aussi là j'ai un tweet de LeakZ qui fait effectivement référence à une compétence technique sur les blockchains très peu parlée, c'est la disponibilité d'une blockchain. Et effectivement, c'est vrai que là, on a d'un côté, donc à travers cette image, les blockchains où il n'y a jamais eu peut-être 100% de disponibilité à travers le temps, que ce soit par des congestions, des pannes, des cyberattaques et tout. Et à travers cela, aussi étonnant que cela puisse paraître, effectivement, on retrouve le Bitcoin, l'Ethereum, enfin vraiment les très très grosses blockchains connues au niveau du temps, les plus anciennes, mais également les moins solides peut-être au niveau de la disponibilité en termes de congestion, scalabilité, provoque des pannes, etc. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez des blockchains comme Near Protocol. Alors là, je sais plus, c'est Litecoin, c'est Link, enfin je sais plus le symbole de cette crypto-monnaie, je suis désolé. Mais là, vous avez le VeChain, vous avez Cardano et vous avez Algorand notamment qui ont vraiment quasiment des garanties de disponibilité sur la blockchain, donc contre les pannes, etc., la scalabilité au milieu, etc., qui sont vraiment une performance hors norme, si je puis dire, par rapport aux autres blockchains déjà très connues et déjà excellentes, bien évidemment. Donc là aussi, où on a quelque chose d'intéressant, c'est que là, c'est dit en commentaire par splendid.vet, comme vous pouvez voir ici, qui déclare que au niveau du VeChain, eh bien, le mainnet a tout simplement 16,7 millions de blocs au niveau des transactions effectuées avec zéro, en fait, ce qu'ils appellent le downtime, c'est-à-dire chute de temps ou blocage ou ce que vous voulez. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très positif, en tout cas pour le VeChain, et on voit bien que l'écosystème du VeChain est vraiment très solide sur le plan technique en tout cas. Ensuite, je continue les amis, et là, c'est dans le cadre justement du hackathon, ce que je vous disais dans les 60 jours du challenge du VeChain, vous avez 10 000 développeurs qui ont codé tout simplement sur l'écosystème du VeChain, eh bien, dans cette team de développeurs, vous aviez l'équipe Artica qui a gagné 6 000 dollars quand même, qui est passée en deuxième position, et en fait qui a créé tout simplement une application spécialisée dans la mode, fashion, pour assurer une meilleure traçabilité et pour connecter en fait les clients avec les designers. Donc là, c'est quand même, ça va pas loin la démarche, le délire,
parce qu'ils veulent encourager à travers cette application tout simplement l'utilisation de produits, de matériaux recyclés et traçables. Donc là, on arrive à un autre niveau, hein, tout simplement, dans l'aspect écologique des choses, recyclage et traçabilité au niveau de la confiance même, de la provenance des matériaux. Là, on pousse le niveau vraiment à un level assez haut, si je puis dire. Là, on a des screenshots, hein, bien évidemment, des produits créés par cette équipe de développeurs, donc de la team Artica, pour développer leur vision. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On voit même les prix, le mint, comment ils ont été fabriqués, la marque, etc. Bon. Voilà, les amis, donc c'est plutôt intéressant pour le VeChain qui est en train de se passer aujourd'hui, mais bien sûr, il va falloir maintenant patienter et voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'écosystème général du VeChain, parce que comme on a eu 10 000 développeurs qui ont travaillé dessus, le temps que les applications se développent, soient concrétisées et obtiennent des visites de la part des utilisateurs, n'importe, hein, de la blockchain ou autre, eh bien, on va falloir un petit peu patienter. Mais bon, on va surveiller tout ça de près. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour le VeChain pour aujourd'hui, les amis. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne connaissez pas trop le projet. Je vous rappelle également que je ne suis pas un conseiller en financier ni en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif et que vous devez faire vos propres recherches toujours, c'est le plus important. Voilà, et après, donc une fois que ça c'est dit, je continue les amis avec le prochain projet en actualité, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Et notamment donc les drops faits cette semaine, donc sont prévus cette semaine par VV Digital Collectibles. Donc le premier drop que vous voyez ici en fait qui est prévu aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et c'est une bande dessinée notamment Marvel avec Bloodstone qui est sortie en version physique en 2001. Donc pour vous dire, il y a déjà plus de 20 ans quand même. Bon, ensuite je continue les amis avec nouveau drop encore une fois prévu, donc demain cette fois le 27 octobre, et là c'est, vous voyez toute la famille, donc des Incredibles, c'est les incroyables, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais The Incredibles, et vous voyez vous avez donc le bébé, la sœur, avec des animations également à la clé, et là c'est à violette, voilà, en ultra rare. Et vous avez, je crois, que déjà la famille, les parents qui sont déjà sortis un peu avant, quelques semaines dans les précédents drops. Bon, donc je continue, les amis, mais on voit que ça s'étoffe, hein, clairement. Ensuite, dernière information aujourd'hui pour VV Digital Collectibles, c'est, vous savez, il y a eu la sortie la semaine dernière des Funko Pop, mais en version Marvel et surtout Iron Man de Tony Stark. Et donc, vous avez, c'est un des premiers gros événements, on va dire digital pour l'application VV, l'entreprise Ecomi, parce qu'il y a eu à la fois la version donc, numérique qui est sortie en NFT sur l'application VV, mais également à côté la version physique d'usine, si je puis dire, que bah, des personnes chanceuses hein, ont pu notamment mettre la main dessus. Et donc regardez le phénomène que c'est, parce que là vous avez carrément un tweet de David Yu, donc le PDG de l'application VV, de l'entreprise Ecomi derrière l'application VV, qui a tout simplement fait un message à sa communauté. Donc je vous traduis, hein, donc chère communauté de VV et également de la famille de Funko, ça s'adresse aux deux communautés. Je cherche en fait le tout premier, la toute première édition du Marvel Vinyl Gold, donc Iron Man. Il montre la photo également avec un petit wanted with reward. Et en fait, il disait, je souhaite payer 15 000 dollars, je ne sais pas si vous imaginez quand même, 15 000 dollars pour ça. Hein. Donc si vous avez le numéro 1, le tout premier mint de la version Gold and Black, donc il y en a 1 sur 50, hein, parce qu'il n'y a que 50 éditions qui existent, il est même prêt à payer 40 000 dollars. Donc là, on voit quand même qu'il se passe quelque chose, c'est que, enfin, ok, c'est le PDG de l'application VV, mais on voit que l'aspect de collection derrière, et c'est ça ce que ça révèle, hein, et le potentiel de l'application VV, même dans l'aspect mélange de physique et de virtuel, pour donner le digital, on voit que derrière, il y a un business extrêmement lucratif, c'est que les gens sont prêts à mettre des sommes incroyables pour une statue, enfin, pour une figurine, hein, 40 000 dollars. Je sais pas si vous imaginez quand même, là, ça va loin, quoi. Et donc, c'est pas une blague, hein, c'est un vrai.
quelque chose de vrai, c'est pas une blague. Voilà les amis, donc vous voyez que ça bouge quand même pas mal également là sur l'application VV. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite pour présenter le projet, qu'est-ce que c'est l'application, etc. Et puis sinon, ben, on passe au prochain projet en actualité, c'est-à-dire Polygon cette fois. Et là, donc première information de la part de Polygon, hein, vous voyez, c'est l'information directement transmise par Polygon Labs, c'est l'entreprise derrière le projet Polygon. Et donc, il déclare que la proposition, donc, vous savez, PIP 29 est désormais en live. Et donc, c'est tout simplement la mise en place d'un conseil de protocole qui se définit en 13 membres et qui vise tout simplement une communauté, en fait, ben, décentralisée pour la prise de décision importante au niveau des mises à jour du Polygon avec un système de smart contract également au milieu. Donc on voit que là, c'est la version décentralisée qui est basée, je rappelle, hein, dans le cadre de la version mise à jour du Polygon 2.0, avec tout le système des roll-ups derrière. Donc on voit que ça y est, ça avance, et non seulement ça avance, mais en plus derrière, donc là j'ai carrément une petite description, enfin, une petite vidéo que je vais vous montrer en anglais, bien évidemment, mais je vais vous traduire, c'est sous-titré anglais, qui explique en 1 minute les grosses nouvelles là, de Polygon dernièrement et notamment de Polygon 2.0. Donc je vais vous le mettre en grand, vous allez voir, tac, et hop, je vous le passe. Donc en fait là, ils expliquent déjà que la première grosse nouvelle, c'est la sortie désormais en live hein, de la nouvelle crypto-monnaie POL, qui va permettre, enfin POL, hein, qui va remplacer le Matic à terme et qui va permettre de nouvelles fonctionnalités sur l'écosystème du Polygon 2.0. Et donc, effectivement, les détenteurs, là, ce qui est écrit, qui disent hein, dans la vidéo, les détenteurs de Paul permettront en fait de valider plusieurs chaînes, de blocs notamment, et également de performer différents rôles au sein de l'écosystème du Polygon 2.0. Donc, il y aura une scalabilité illimitée et également une liquidité très unifiée. Ils me le disent comme ça. Donc, c'est vraiment une nouvelle étape hein, dans le Polygon 2.0. C'est inséré également dans le cadre de la roadmap du Polygon 2.0, donc ça veut dire qu'ils sont tout à fait à jour dans leur jalon dans la gestion de projets. Et également, après, donc je continue, ils indiquent également qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle les CPERPS. Alors, les PERPS, c'est tout ce qui est tout l'aspect de finance décentralisée. Il faut savoir que vous avez un cas dans les crypto-monnaies, c'est que vous avez la finance centralisée, vous avez la finance décentralisée. Tout ce qui est finance centralisée, c'est tout ce qui est lié aux plateformes exchange, par exemple. Hein, c'est vraiment un exemple que je vous donne, comme Binance, Coinbase, etc. Là, on appelle ça plutôt de la finance centralisée parce que derrière, vous avez une entreprise centralisée qui gère le système de trading sur les crypto-monnaies. La finance décentralisée, et c'est exactement le cadre du PERPS mis en place dans le cadre du Polygon 2.0 pour l'écosystème Polygon en général, eh bien, c'est tout un aspect de finance décentralisée, c'est-à-dire que vous rentrez. Vous allez sur un site internet qui permet de faire du trading de crypto-monnaies, mais derrière, il n'y a pas vraiment d'entreprise. C'est à disposition sur internet, vous avez juste à rentrer votre MetaMask ou votre portefeuille wallet crypto-monnaie, et derrière, vous faites votre trading, votre swap, et terminé. Voilà, donc là, on parle plutôt de ce cadre-là, et donc Polygon, en version 2.0, a également été intégré dans un DEX, c'est-à-dire un aspect de décentralisation au niveau de la DeFi. Voilà, donc, et ça a été autorisé en fait dans le cadre de Aave, au niveau enfin, dans ce cadre-là. Et donc là, vous avez un tweet qui a été pris en photo par Contango, comme vous pouvez voir là. Et donc les trading de CPERPS sur le Layer 2 comme enfin, OX Polygon, fait référence au POS également, permet tout simplement des frais de transaction moins chers et plus rapides. Voilà l'avantage également d'avoir mis en place dans la roadmap du Polygon 2.0 ce qu'on appelle des CPERPS. Bon, des termes après. Hein. Voilà les amis, donc c'est plutôt intéressant, elle a l'avantage en tout cas de Polygon en ce moment, et très intéressant, c'est que là on vous parle également du Polygon ZKEVM. Donc toujours plus compliqué les termes, mais en tout cas ça veut dire derrière c'est Polygon ZKEVM, c'est tout simplement le Polygon 2.0 qui va se baser sur les couches Rollups. Donc j'explique dans ma vidéo, hein, je vous l'ai fait. Ouais, ils expliquent également des avantages encore plus au niveau de d'Ether5, enfin bref. Bah, voilà.
Donc au final, vous voyez, donc Polygon 2.0, ZK-EVM, la saga, c'est-à-dire sur les roll-ups. Bon les amis, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tout le système de crypto-monnaie lié au niveau de Polygon, hein, 2.0, eh bien, on a déjà un live officiel sur le POL. Donc, c'est désormais plus vraiment le Matic qui est pris en compte, hein. C'est déjà, on peut déjà parler de POL désormais quand on va parler de la crypto-monnaie liée à l'écosystème de Polygon. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour le Polygon. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite ici si vous voulez voir plus d'informations là-dessus. Et sinon, bah, on continue avec le prochain projet, c'est-à-dire Ripple et le XRP. Donc la première grosse information, qui date du 24 octobre, hein, il y a 2 jours, c'est le nouveau partenariat entre l'entreprise Uphold, donc très connue, hein, dans le monde, dans le milieu des paiements transfrontaliers, et Ripple, bien évidemment, de l'autre côté. Et donc là, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que Uphold, c'est une entreprise quand même qui gère sur une année près de 4 milliards quand même de dollars de transactions au niveau de la finance transfrontalière. Donc c'est quand même assez énorme. Et derrière, c'est une présence dans plus de 200 pays à l'échelle mondiale. Bon, c'est vraiment un mastodonte. Et ce qui va permettre en fait ce partenariat, c'est justement comme c'est décrit ici, eh bien, le partenariat entre Partnership et le Uphold et Ripple va tout simplement permettre d'améliorer, si vous voulez, les infrastructures liées à la liquidité au niveau même de la crypto pour Ripple, hein, forcément, mais pas que. Voilà, donc on voit que là, Ripple est en train de mettre en place des infrastructures pour faciliter et pour rendre plus flexible son système de paiement à l'échelle internationale. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui se passe là, et on voit qu'on a de nouveau des indicateurs plutôt sympathiques pour le développement futur de Ripple. Bon, je continue les amis avec Ripple. Également, autre information, donc là c'est un tweet de The Payment Association. Donc The Payment Association, qui est sponsorisé quand même par Mastercard, eh bien son rôle, si je puis dire, hein, un de ses rôles, c'est également de nommer à travers l'événement Pay 360 Award, donc ça veut dire payer, hein, et bien de rassembler dans un premier temps toutes les grosses entreprises du milieu du paiement, services de paiement, etc., à l'échelle mondiale. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, vous avez normalement tous les ans la meilleure entreprise de paiement qui est élue et qui remporte le prix de Pay 360. Et là, cette année, eh bien, ça a été tout simplement Ripple. Sauf que ces sociétés, ça veut dire quand même beaucoup de choses parce que les sponsors, vous avez Mastercard, vous avez Visa. Enfin, alors Visa, pas sûr, mais en tout cas, vous avez Mastercard. D'ailleurs, Mastercard est bien mis en évidence ici, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez tous les entreprises éminentes quand même qui participent à cet événement. Et donc là, au niveau de Ripple, pour que Ripple soit le vainqueur, ça veut dire que derrière, c'est monumental en fait. Ça veut dire que quelque part, Ripple est adoubé par les chevaliers de la table ronde, là, des services de paiement à l'échelle mondiale. Et que derrière, en fait, la route du remplacement du réseau Swift par Ripple, mais elle est quasiment tracée, quoi. Parce que si à partir du moment où les entreprises de paiement mondiales, hein, respectent Ripple et l'acceptent, ça veut dire que c'est fini. Je veux dire, le game, il est tué, quoi, dans l'œuf. Donc, pour, en plus, aller dans cette voie, si je puis dire, maintenant, je vais vous montrer un article, hop, que j'ai ici, et justement, à propos de Ripple, toujours, de Les Échos, comme on peut voir ici, investir. XRP, la bataille ne vaut plus la peine d'être menée. Et là, c'est le gendarme des marchés américains, donc la SEC, qui a annoncé abandonner les poursuites contre 2 responsables de l'entreprise qui commercialise la crypto-monnaie Ripple. Donc là, on a encore une défaite de la part de la SEC qui laisse tomber carrément son procès contre 2 dirigeants de haut cadre de la société Ripple. Donc après, c'est un très bon point pour le combat de Ripple, hein, bien évidemment, mais il faut faire attention quand même parce que il y a des experts qui disent que là, c'est une stratégie de la part de la SEC, c'est possible en tout cas, qui viserait à mener son combat contre Ripple désormais uniquement sur le plan, on va dire, de la légalisation et plus contre les dirigeants, etc., parce que ça dispersait trop l'affaire. Donc ils veulent peut-être, en fait, reprendre leurs ressources mises en place contre les dirigeants de Ripple, de responsables,
pour les allouer finalement dans le cadre de l'appel qu'ils veulent mettre en place dans le procès. Vous savez qu'ils ont perdu en première instance contre la juge analysateur, enfin contre Ripple, après le verdict comme quoi le XRP finalement n'était pas un security mais bien autre chose. Donc, à voir ce que l'avenir va nous donner, mais en tout cas, encore une fois de plus, on a un signal qui montre que Ripple est en train de gagner de plus en plus sa bataille, sa guerre même, je dirais, contre le gendarme des marchés américains, la SEC. Bon, donc ce sera tout désormais, les amis, pour XRP Ripple. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir ma vidéo. Je fais vraiment une présentation de l'entreprise Ripple, du XRP, à quoi ça sert, etc. Et sinon, bah, écoutez, moi je vous propose de continuer et de passer directement, hop, à la suite, c'est-à-dire aux actualités crypto plus générales. Et donc là, les amis, il y a un article du journalducoin.com, fraude, escroquerie et faillite, Gary Gensler est toujours en boucle sur la crypto. Donc là, ça va exactement dans le cadre de ce que je vous disais avec l'article précédent sur Ripple, où on voit que la SEC se retire du combat contre deux responsables de Ripple, mais on voit que Gary Gensler quand même et la SEC sont toujours un petit peu, même très campés hein, sur leur position contre la crypto. Donc, c'est pas fini l'affaire, la SEC n'est pas du genre à laisser tomber facilement, donc on va voir quand même, on va attendre un peu de voir ce que ça va révéler, ce que ça peut cacher derrière. Bon, ensuite je continue, donc les amis, autre article cette fois d'un cryptost.fr, donc un ETF Bitcoin Spot pourrait faire grimper le cours du Bitcoin de 74% sur un an dans une étude de Galaxy. Donc là, ça va en fait dans le cadre d'un autre article, je vous montre, hein, celui-là, alors celui-là plutôt, voilà, du journalducoin.com aussi, qui parle de l'ETF Bitcoin Spot et également de la récente explosion nucléaire, enfin pas nucléaire mais j'exagère, mais du Bitcoin qui est passé à 35 000 dollars en très très peu de temps. Et donc on voit bien que là le marché crypto est victime de l'effet BlackRock. Et donc ce qui s'est passé c'est que on a, en fait ça a été que du FUD, hein, clairement parce que l'ETF Bitcoin de BlackRock n'est pas validé. Hein. Je vous le dis, il ne s'est rien passé pour il n'y a eu absolument que du vent, si ce n'est qu'il y a des personnes qui ont déterré en fait une information comme quoi effectivement le iShare, hein, le Bitcoin Trust de BlackRock, était en préparation au sein d'une entreprise. Donc la DITC, enfin, j'ai plus le terme exact d'entreprise, mais peu importe. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose de très courant, ça. Ça, c'est une préparation. Et en fait, ça fait même plusieurs mois que l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock est déjà inscrit dans cette société en préparation. Donc ça ne veut pas dire que ça va être approuvé, ça veut juste dire que l'entreprise se prépare en fait au cas où, si c'est validé, à mettre en place l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Hein. Donc comme il y en a qui ont déterré ça et qui ont mis ça en avant, ça fait un peu le FUD, ça a alimenté après derrière les rumeurs en plus, comme quoi le l'ETF Bitcoin Spot est à deux doigts de BlackRock, est à deux doigts d'être validé, ce qui n'est pas le cas encore. Donc, bien sûr, on va voir, hein, ça se trouve, on aura une bonne nouvelle et la SEC a encore plus de pression, donc on va lâcher le morceau. Mais sur le fond, rien n'a changé en fait. Donc c'est pour ça que faire attention et que le Bitcoin, quand on voit que par contre la propulsion qu'il a pris dans très peu de temps, juste avec une rumeur sur le Bitcoin de BlackRock, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie corrélation désormais, hein, de plus en plus forte entre les ETF qui seront annoncés et derrière les prix du Bitcoin. Alors, je trouve ça plutôt intéressant, les amis. Je viens en parler avec vous. Bon, bah, écoutez, j'ai fini pour les actualités crypto plus générales là aujourd'hui. Et maintenant, j'ai passé aux actualités économiques. Vous allez voir, il y a des petits points intéressants également à aborder là aussi. Donc, premier article, cette fois de latribune.fr, donc 14e 49.3 pour Elisabeth Borne. Cette fois sur le volet recettes du projet de budget de la Sécu. Donc là, on est encore, on ne change pas une recette qui perd, hein, là, pour le coup, ça c'est l'adage du gouvernement, j'ai l'impression en ce moment. C'est que comme, bon, on n'est plus en démocratie, il faut le dire, les citoyens votent comptent pour du beurre quand ils manifestent, tout le monde s'en fout. L'Assemblée nationale, on se demande pourquoi on les paye en fait, parce que finalement, ça ne servent à rien. Donc en fait, vous avez une seule personne hein, qui passe tout en 49.3 et quand ça l'arrange. Et finalement, bon, ben, on a une France qui est désormais dirigée par une poignée de personnes, mais encore plus réduite
qu'auparavant. Donc bon, ben, ce rythme-là, bientôt, ce sera juste le président qui fera sa cour, qui dictera ses lois, et puis basta, hein, quand on en est. Donc on voit que là également, hein, c'est un peu... Là en ce moment, on parle toujours du budget. Effectivement, hein, je vous avais passé une vidéo, j'ai fait une vidéo sur tout ce qui était les finances publiques de 2024 au niveau de la loi. Et des choses quand même assez intéressantes à voir, hein. J'en ai parlé dans la vidéo. Et surtout, c'est pas étonnant que là, on ait tout un volet sur le recette du projet, sur le budget de la Sécu, parce que c'est exactement les attaques en cours, hein, on va dire, du gouvernement sur l'aspect de la sécurité sociale, qui veulent gagner de l'argent et réduire également les dépenses. Voilà. Je continue ensuite, les amis, avec un autre article de Figaro. Cette fois, là, la Banque Centrale Européenne constate les dégâts après 10 hausses de taux. Donc là, c'était hier. Donc là, bon, bah, on voit qu'ils ont l'air de se réveiller. Et effectivement, ben, 10 hausses de taux, ça fait très mal. Ça, ils ont l'air d'avoir compris. D'accord? C'est pour ça que là, apparemment, ils veulent stopper la hausse des taux sans baisser. Donc, ça veut dire que la crise n'est pas passée selon leurs termes, et donc ils ne vont pas relever encore une 11e fois la hausse des taux, ce serait catastrophique. Ils ont, enfin, un peu c'est ce qu'ils disent à travers leur communiqué, et donc ils vont mettre une pause et vont tempérer dans la hausse des taux. Mais on verra à l'avenir s'ils n'auront peut-être pas le choix, hein. Si l'inflation repart par exemple, c'est qu'on peut craindre désormais avec le contexte géopolitique, hein, avec l'Israël et le Hamas, avec la guerre russe-Ukraine qui n'est pas terminée, la Chine, Taïwan, peut-être qu'on a en plus désormais l'Iran qui va se mettre au milieu, et en plus avec les États-Unis. Enfin bon, on est à l'abri de rien, hein, au final. Donc on voit que là, il y a un véritable danger, hein, ce que je vous disais dans d'autres vidéos, c'est que la Banque Centrale Européenne est bloquée au final. C'est-à-dire que si elle baisse ses taux, ben, ça veut dire que l'inflation repart, et si elle augmente ses taux, eh bien, elle provoque une récession. Donc là, c'est le choix entre la peste et le choléra, et on voit qu'ils commencent un petit peu peut-être à paniquer, du moins en constatant eux-mêmes les dégâts qu'ils ont provoqués, hein, eux-mêmes après la 10e hausse des taux. Mais peut-être que s'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait été pire au niveau de l'inflation. Il y aurait eu encore plus de dégâts. À voir. Bon, voilà les amis, donc ça c'est déjà quelque chose de flagrant, hein, qu'on peut voir là au niveau du constat de la Banque Centrale Européenne. Et donc dans ce cadre-là, j'ai un autre article de Ouest France, comme on peut voir ici, l'euro numérique, parce que vous savez que le 18 octobre, vous avez eu un discours de Christine Lagarde qui a effectivement déclaré que l'euro numérique était désormais en phase préparatoire à partir du 1er novembre, dans quelques jours là. Et donc la phase préparatoire de cet euro numérique, si vous voulez, va consister, parce qu'au préalable, il y avait une phase pilote. Donc cette phase pilote est terminée, et désormais cette phase préparatoire va consister en des tests, donc on va dire plus concrets, et également surtout en un établissement, je vulgarise le terme, l'établissement d'un cahier des charges quand même plus précis sur la teneur de qu'est-ce que sera concrètement cet euro numérique, comment il va fonctionner, enfin, voilà. Et donc l'objectif majeur en fait, de la Banque Centrale Européenne en mettant en place cet euro numérique, ce sera de concurrencer les crypto-monnaies. Pas encore rêver, c'est la folie. Et donc surtout, il rassure, un Christian Lagarde rassure en disant que l'euro numérique ne servirait pas à fliquer, entre guillemets, les citoyens. Ce qui est totalement à l'encontre d'une vidéo qu'elle avait passée il y a quelques mois en disant, lors d'un gag, ça avait été en fait prise au piège par des humoristes experts justement dans ce genre de choses, où c'était fait passer pour Zelensky, et en fait ils avaient parlé de l'euro numérique, et Christine Lagarde avait déclaré que l'euro numérique servirait effectivement de contrôle plus précis sur quand même les paiements faits dans la zone euro. Voilà. Donc là, ça se contredit, hein, entre ce qu'elle dit en aparté et ce qu'elle dit publiquement, mais en même temps, c'est pas étonnant. Ils vont pas annoncer la création de l'euro numérique en disant ce sera l'apanage même de la dictature de paiement numérique. Ça paraît plutôt logique et intelligent, on va dire, de leur part, de au moins ne pas déclarer ça en frontal, quoi. Voilà, les amis, donc on sent quand même que les choses bougent. Pour l'euro numérique, faire attention, hein, parce que là, comme je vous l'ai dit, ce sera l'occasion parfaite pour les gouvernements, en tout cas en sein de l'Union européenne, comme en Chine, hein, avec le yuan numérique, ben, grâce au yuan numérique, ils ont pu mettre le score du crédit social, et enfin, ils vont pouvoir
en Chine contrôler exactement ce que font les Chinois. S'ils ne sont pas en accord avec le gouvernement, eh ben, ils voient leurs fonds prélevés, des amendes prélevées automatiquement sur leur portefeuille, et ainsi de suite. Donc ça, c'est qui peut nous pendre au nez dans quelques années si l'euro numérique passe. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 47, les amis. Hop, je vous mets en grand. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite... n'hésitez pas à mettre un like hein, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés, les amis. D'ailleurs, je vous remercie encore, j'en profite pour remercier tous les abonnés, hein, vraiment anciens, récents, même pour vos commentaires, pour vos soutiens, etc. Ça fait toujours super plaisir. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. La bise, ciao.